Le petit groupe avait quitté la salle Pleyel, encore résonnante d'applaudissements. Les portes s'ouvrirent sur la nuit parisienne. L'air était frais, presque électrique, comme si la ville elle-même retenait son souffle. Il resta silencieux, préférant écouter le bruit de la ville, les pas derrière lui. Le petit groupe avançait derrière lui, porté par ce mélange d'excitation et de gravité que seuls les instants décisifs savent créer. Pierre marchait lentement, mais avec cette assurance tranquille qu'il avait autrefois quand il attendait la dernière visite du soir pour faire monter les passagers vers la basilique. Ils longèrent le trottoir, encore humide, de la pluie tombée plus tôt. Les lampadaires projetaient sur les pavés des halos dorés qui vacillaient comme des souvenirs. Angèle resserra son écharpe autour de son cou. Kim, lui, observait Pierre avec une attention nouvelle, comme s'il découvrait un homme qu'il croyait connaître. Pierre s'arrêta un instant au pied de la butte. Il leva les yeux vers la silhouette blanche du Sacré-Cœur, découpée dans la nuit. Un souffle lui échappa, un souffle qui ressemblait autant à un soupir qu'à une prière. « Vous entendez » murmura-t-il. Ils se figèrent. La ville bruissait derrière eux, mais quelque chose d'autre vibrait plus haut, plus loin. Un battement, un écho, comme si la colline elle-même appelait. Pierre posa la main sur sa poche. La montre à gousset pulsait doucement, comme un cœur ancien réveillé. « C'est le moment, » répéta-t-il. « Le moment de quoi » demanda Kim, la voix basse. Pierre sourit, ce sourire rare, celui qu'il n'offrait qu'aux vérités longtemps gardées. « De vous montrer ce que j'ai gardé en silence toute ma vie. » Alors ils commencèrent l'ascension, et à chaque marche, la montre battait un peu plus fort. Ils s'engagèrent dans les premières marches, celles qui longèrent les arbres sombres de la butte. La ville derrière eux semblait s'éloigner à chaque pas, comme si Paris retenait sa lumière pour mieux laisser respirer la nuit. Pierre montait lentement, mais sans hésitation. Chaque marche semblait réveiller en lui un souvenir ancien. La montre dans sa poche battait avec une régularité presque solennelle, un tic-tac qui guidait la route. Angèle levait souvent les yeux vers la basilique, fascinée par la blancheur immobile de ses dômes. Kim, lui, observait Pierre. Il voyait ses épaules se redresser, son souffle se caler sur un rythme qu'il ne comprenait pas encore. « Tu connais bien le chemin » dit-il doucement. Pierre hocha la tête sans se retourner. « Je l'ai monté des milliers de fois, mais jamais, jamais comme ce soir. » Ils continuèrent. Le vent se fit plus vif, glissant entre les marches comme un murmure. Les réverbères projetaient des ombres longues, étirées, qui semblaient les accompagner dans leur ascension. À mi-chemin, Pierre s'arrêta. Il posa la main sur la rambarde, leva les yeux vers le Sacré-Cœur, puis vers la montre qui vibrait contre sa paume. « Vous sentez » demanda-t-il. Angèle fronça les sourcils. Kim retint son souffle. Un frisson parcourut l'air. Un frisson qui n'appartenait ni au vent, ni à la nuit. C'était comme une résonance, un appel venu d'en haut. Un souffle ancien, familier, qui semblait répondre au tic-tac de la montre. Pierre reprit sa marche. « Nous y sommes presque. »« Presque. Mais où allons-nous » demanda Angèle. Il sourit, ce sourire rare, chargé de secrets. « Au cœur de la colline » Et la montre accéléra, comme si elle reconnaissait enfin le chemin au cœur de la basilique. Sans un mot, Pierre poussa la lourde porte latérale et nous glissâmes dans l'ombre fraîche du Sacré-Cœur. Le silence nous enveloppa aussitôt, un silence dense, presque vivant, qui semblait écouter autant qu'il se laissait écouter. La nef était déserte.
Seules quelques veilleuses tremblaient au pied des statues, projetant sur les murs des ombres immenses. Nous suivîmes Pierre, nos pas étouffés par la pierre ancienne. Il avançait comme quelqu'un qui revient chez lui après une très longue absence. Sans hésiter, il bifurqua vers une petite porte de service, presque invisible dans la pénombre. Elle s'ouvrit sur un escalier en colimaçon, étroit, taillé dans la pierre claire. L'air y était plus froid, chargé d'une odeur de poussière et de vieux livres. La montre dans sa main vibrait maintenant d'un tic-tac précipité, comme si elle reconnaissait chaque marche. « C'est ici, » murmura Pierre. « Où mène cet escalier ?» demanda Angèle à voix basse, pour ne pas troubler le lieu. Il ne répondit pas. Il montait lentement, mais avec une détermination presque solennelle. Nous le suivions, serrés dans le couloir étroit, tandis que la spirale nous emportait vers les hauteurs. À mesure que nous montions, un parfum subtil se fit sentir, un parfum de papiers anciens, de cuir, de poussière sacrée. Kim s'arrêta un instant, surpris. On dirait une bibliothèque. Pierre sourit sans se retourner. La grande bibliothèque du Sacré-Cœur, dit-il enfin. Elle existe vraiment, souffla Émilie. Elle existe, oui, mais seuls quelques-uns savent comment y accéder. La montre accéléra encore, comme un cœur affolé. Et ce soir, ajouta Pierre, elle veut que vous la voyiez. Nous atteignîmes enfin une petite porte voûtée. Pierre posa la main dessus. La montre s'arrêta net. Plus un son, comme si le temps lui-même retenait son souffle. Nous y sommes, dit-il doucement, au seuil du mystère. Il poussa la porte. La porte s'ouvrit dans un souffle, comme si elle n'attendait que nous depuis des années. Une odeur de papiers anciens, de cire et de pierres fraîches nous enveloppa aussitôt. La lumière tamisée semblait flotter dans l'air plutôt que de venir d'une source précise. Nous franchîmes le seuil derrière Pierre, et le silence se fit encore plus profond, un silence qui n'était pas vide mais habité. La grande bibliothèque du Sacré-Cœur s'étendait devant nous, majestueuse, presque irréelle. Des rangées d'étagères en bois sombre montaient jusqu'aux voûtes, si hautes qu'on distinguait à peine le sommet. Des échelles glissaient le long des rayonnages, prêtes à atteindre des ouvrages que personne n'avait touchés depuis des décennies. Au centre, une longue table de chêne portait des livres ouverts, des cartes anciennes, des instruments de mesure dont nous ignorions l'usage. La montre, dans la main de Pierre, vibrait d'un tic-tac vif, comme un cœur qui reconnaît enfin sa maison. Angèle s'avança, émerveillée. « C'est immense !»« Et personne ne sait que ça existe ?» demanda Kim, la voix basse. Pierre posa la montre sur la table. Le tic-tac résonna dans la pièce, amplifié par l'acoustique du lieu. Comme un signal. Peu de gens, répondit-il. Et encore moins savent pourquoi cette bibliothèque a été construite. Il effleura un livre relié de cuir, puis un autre, comme s'il saluait de vieux amis. Ici, dit-il, se trouvent les récits que la colline a gardés pour elle. Les histoires que Paris n'a jamais osé raconter. Et ce soir, c'est à vous de les entendre. La montre s'illumina d'un éclat discret, comme une braise qui se réveille. Angèle recula d'un pas. « Pierre, qu'est-ce que c'est que cet endroit ?»« Le cœur de la colline, répondit-il simplement. Et la montre est la clé. Il ouvrit un tiroir secret sous la table. Un souffle d'air froid s'en échappa.
comme si un passage venait de s'ouvrir. Venez, le véritable mystère commence maintenant. Pierre appuya sur un bouton se trouvant au milieu du tiroir. Soudain, une lumière vive apparut au-dessus d'un vitrail. La lumière jaillit si brusquement que nous dûmes plisser les yeux. Elle n'était pas blanche comme celle d'un néon, ni dorée comme celle des veilleuses de la basilique. C'était une lumière vivante, presque liquide, qui semblait couler depuis le vitrail, comme si quelqu'un venait d'y allumer l'aube. Le vitrail, d'ordinaire immobile et silencieux, vibrait légèrement. Ses couleurs bleu profond, rouge rubis, or ancien, pulsaient comme un cœur qui se réveille. Pierre resta immobile, la main encore posée sur le bouton dissimulé dans le tiroir. Son visage était éclairé par cette clarté étrange, et dans ses yeux se reflétait quelque chose que je n'avais jamais vu. Un mélange de crainte, de respect et d'une joie presque douloureuse. La lumière se concentra au centre du vitrail, dessinant peu à peu une forme. Pas une figure humaine, ni un symbole religieux. Quelque chose de plus ancien, de plus profond. Un mécanisme. Un cercle parfait composé de rouages minuscules, de lignes gravées, de motifs, qui semblaient bouger à mesure qu'on les regardait. Comme si le vitrail lui-même était devenu une horloge géante. Angèle porta une main à sa bouche. « Pierre, c'est la montre » murmura-t-elle. « Non » répondit-il doucement. La montre, restée sur la table, se mit à vibrer de nouveau. Un tic-tac rapide, presque impatient. Puis, dans un claquement sec, le couvercle s'ouvrit tout seul. À l'intérieur, les aiguilles tournaient à une vitesse folle, comme si elles tentaient de rattraper des années perdues. Pierre s'approcha du vitrail. La lumière se fit plus douce, comme si elle le reconnaissait. « Ce mécanisme, dit-il, la voix tremblante. Je l'ai vu une seule fois, j'étais enfant. Et depuis, il m'appelle. Venez, je me souviens maintenant. » Ils quittèrent la basilique par une petite porte latérale, celle que seuls les habitués connaissent. La nuit parisienne les accueillit avec un souffle frais, chargé de cette odeur de pierre humide et de tilleul qui flottait parfois sur Montmartre après minuit. Pierre marchait devant, sans un mot, mais chaque pas semblait guidé par un souvenir ancien. La montre dans sa main battait toujours, un tic-tac discret, régulier, comme un fil d'Ariane. Ils longèrent la rue du Chevalier de la Barre, silencieuse, presque sacrée à cette heure. Le Sacré-Cœur, derrière eux, projetait une lumière blanche qui découpait leurs ombres sur les pavés. « On va où ?» demanda Kim, la voix basse. « Là où tout a commencé, » répondit Pierre. Ils traversèrent la place du Tertre, déserte, les chevaliers repliés, dormant contre les murs. Puis Pierre s'arrêta, au bord d'une ruelle étroite, pavée, plongée dans une pénombre douce. « La rue Saint-Rustique, » murmura-t-il, « la plus vieille rue de Martre. Et la boutique de mon père. » Angèle sentit un frisson lui parcourir les bras. La montre accéléra. Ils s'engagèrent dans la ruelle. Le silence y était différent, plus dense, plus ancien, comme si les murs eux-mêmes retenaient leur souffle. Au bout de quelques mètres, Pierre s'arrêta devant une petite façade en bois sombre. Les lettres dorées à demi effacées étaient encore lisibles. G. La Pointe, horloger. La vitrine poussiéreuse laissait deviner des silhouettes d'horloges, de montres suspendues, de mécanismes figés dans le temps. Une lampe à huile, derrière le verre, semblait avoir été éteinte la veille, alors que la boutique était fermée depuis des années. Pierre posa la main sur la porte.
La montre vibra si fort qu'on aurait dit qu'elle reconnaissait l'endroit. « C'est ici, dit-il d'une voix brisée, là où mon père m'a tout appris, là où j'ai entendu le premier tic-tac qui a changé ma vie. » Il tourna la clé, une clé ancienne, lourde, qu'il portait autour du cou depuis toujours. La serrure céda dans un clic doux. La porte s'ouvrit. Une odeur de bois ciré, de métal chaud et de poussière ancienne les enveloppa. Sur l'établi, une montre inachevée reposait encore, comme si Grégoire Lapointe venait de quitter la pièce pour revenir dans l'instant. Angèle murmura: « On dirait que le temps s'est arrêté ici. » Pierre secoua la tête. « Non, ici le temps attend. » La montre dans sa main s'illumina d'un éclat doré. « Et maintenant, ajouta-t-il, il est temps de reprendre ce qu'il a laissé. »